Ok, donc bonjour à toutes et tous. Donc, on va démarrer cette conférence Osons le progrès, qui est consacrée aujourd'hui à un thème qui est donc la relance, notamment auprès des petits commerçants. Et donc, on a le plaisir d'accueillir ce matin Baptiste Périssin-Faber. Donc Baptiste, pour ceux qui ne le connaissent pas, je le présente en quelques mots. Donc Baptiste est économiste du développement durable. Il a été jusqu'à très récemment directeur du cabinet de Brune Poirson au secrétariat d'État à la transition écologique et solidaire. Et dans ce cadre-là, il a travaillé notamment, enfin beaucoup de choses, mais notamment la loi sur l'économie circulaire, qui est l'une des grandes avancées de cette première partie de quinquennat, je pense, sur le thème de l'écologie. Et Baptiste donc, vient de publier une note dont le titre est d'échec vert pour soutenir durablement les commerçants de proximité. Et une note qui s'interroge en fait sur, non pas sur les débats que nous avons actuellement là, sur faut-il ouvrir les librairies ou faut-il réouvrir les commerces de façon urgente pendant le confinement, qui est la problématique du moment, mais qui essaie de se projeter un peu sur l'après et la relance durable de ce secteur du commerce de proximité. Voilà, donc ce que je vous propose, c'est que peut-être Baptiste fasse une présentation en une dizaine de minutes de comment il voit les choses et de cette note et de cette proposition. Et puis ensuite, on engagera la discussion sur cette base-là. Baptiste, je te laisse la parole. Ok, merci beaucoup Philippe déjà pour l'invitation et puis pour la présentation. Alors oui, ce que je vous propose, c'est de vous parler un peu brièvement de l'origine, des intentions et puis peut-être quelques aspects plus opérationnels de cette proposition. Tout d'abord, vous dire que cette proposition, elle n'est pas complètement inédite et originale, mais je pense qu'elle est assez opportune. Alors pourquoi elle n'est pas originale? Parce que déjà, bon, la proposition des chèques verts a été mise dans le débat public il y a quelques semaines par Daniel Cohen, Philippe Martin, Thierry Pêche et Madeleine Perron, qui ont publié une tribune sur justement pourquoi les chèques verts doivent faire partie en fait des instruments de la relance par la consommation durable. Et ils ont publié aussi une note Terra Nova. Et maintenant, je travaille avec eux pour creuser, approfondir cette proposition. Et moi, finalement, le papier que j'ai publié il y a 10 jours, il était plutôt à l'occasion en fait, du deuxième confinement et il rebondissait sur la situation assez dramatique que connaissent les petits commerçants aujourd'hui. Et avec ce débat, bon, évidemment, qui est un peu biaisé par le côté savoir si c'est essentiel, non essentiel, etc. Et moi, je ne m'intéresse pas tellement à la question de la réouverture aujourd'hui de ces petits commerces, mais plutôt comment on peut, dans le cadre du plan de relance, leur trouver une sorte de nouvelle utilité sociale, parce que je suis convaincu qu'ils vont être de précieux alliés en fait, au moment de la reconstruction pour à la fois stabiliser de l'emploi un peu partout sur les territoires, pour revitaliser les cœurs de ville, mais aussi dans les sujets moi, qui m'intéressent plus particulièrement, pour accompagner des transformations de mode de consommation, donc vers une consommation plus durable. Donc c'est moi, sous cet angle-là, que je me suis intéressé aux chèques verts. Alors, techniquement, ces chèques verts, en fait, ce n'est pas de la politique publique fiction, puisqu'il existe déjà sous différentes formes. Il existe déjà en France des chèques énergie, par exemple, c'est piloté par le ministère de l'écologie. 5,7 millions de Français bénéficient déjà de ces chèques verts. Il y a les coups de pouce vélo qui ont été un superbe succès et d'ici la fin de l'année, normalement, il y a 1 million de Français qui aura bénéficié de ce chèque de 50 € pour réparer son vélo. Il y a le pass culture qui était une des grandes mesures de la campagne, une des grandes mesures culture de la campagne de 2017 et là qui va être pleinement opérationnel à partir du premier semestre de l'année prochaine. Donc, on a 800 000 jeunes de 18 ans qui vont pouvoir se créer un compte sur le Pass Culture et être crédités de 500 € pour
bénéficier d'une offre culturelle autour de chez eux. Donc voilà, tout ça pour dire que ce n'est pas complètement original, ça existe déjà. Il y a des pays aussi, si on regarde un peu à l'étranger, qui ont déjà mis en place depuis plusieurs années des dispositifs de type chèque vert. La Belgique, ça fait 10 ans qu'ils ont un chèque vert. La Corée, ils ont un dispositif qui s'appelle la Green Card, qui existe aussi depuis 10 ans. Donc voilà, c'est tout ça pour vous dire que ce n'est pas de la science-fiction, c'est un outil qui est éprouvé, qui existe et donc qui a des solutions aussi techniques de mise en œuvre. Ensuite, pourquoi je pense que cet outil est particulièrement opportun dans les mois à venir? Pardon, Baptiste, attends une seconde. Tu es en muet, là. Hop, c'est bon là? Oui, c'est bon. Ça a basculé, ok. Oui, je disais que pendant le premier confinement, il y avait un débat entre économistes pour savoir si il fallait bel et bien soutenir la demande au moment de la relance, hein, puisque finalement, les Français, pendant le confinement, ils épargnent un peu plus. Et donc, au moment du déconfinement, bah, il y a les stabilisateurs automatiques qui jouent, la consommation reprend et finalement, inutile de stimuler la demande. Alors, en réalité, là, il y a eu aussi des études du CAE qui ont montré que bah, ce n'est pas tous les Français qui épargnent déjà, hein, donc il y a des enjeux de justice sociale assez forts. Hein, en réalité, les 3/4 de l'épargne ont été réalisés par les 2 derniers déciles. Et puis, je crois que maintenant, après le deuxième confinement, et quand on voit qu'il y a toute une frange de la population qui est en train de basculer dans la pauvreté, les jeunes aussi, les étudiants vivent des situations très compliquées en ce moment, je crois qu'il n'y aura plus tellement de débat sur la nécessité d'avoir des instruments de relance par la demande. Donc, je pense que de toute façon, on va avoir des coups de pouce de pouvoir d'achat dans les mois à venir après le confinement. Et là, je précise tout de suite aussi qu'il faut bien distinguer ce qui relève des instruments d'urgence de ce qui relève des instruments de relance. Parce que là, dans l'urgence, évidemment, on donne des coups de pouce de pouvoir d'achat à des catégories spécifiques, mais là, il ne faut surtout pas inventer de nouveaux instruments, il faut utiliser les canaux existants d'aide sociale et utiliser ces canaux pour renforcer les transferts, mais on n'a pas le temps dans l'urgence de développer de nouveaux outils. Là, cet outil-là, il est vraiment prévu pour, dans quelques mois, quand on s'intéressera à la relance. Il y a ce plan à 100 milliards de France Relance qui existe, hein, qui doit emmener la France vers une industrie du futur, vers la transition écologique, etc. Et je pense qu'il faut qu'il y ait un volet aussi consommation du futur, consommation durable. Et cette consommation durable, elle ne peut pas être réservée juste à quelques bobos parisiens. Hein. Il faut que ce soit aussi une politique sociale. Donc cet instrument de relance, il a vocation aussi à structurer une nouvelle offre de produits durables et une nouvelle façon aussi de distribuer ces produits durables. Et c'est là où les petits commerces vont rentrer dans le jeu. Alors, ces petits commerces, justement, je pense que là, ils vivent une période très difficile, avec un débat, comme je le disais en introduction, qui est un peu biaisé par cette distinction non essentielle, essentielle, et qui fait qu'ils se sentent un peu heurtés dans leur identité professionnelle, et je le comprends tout à fait. Donc, je pense que c'est vraiment le moment où il faut leur redonner des perspectives. Moi, ma conviction, c'est qu'ils ont une utilité sociale qui est indéniable, à la fois en termes d'animation des centres-villes, en termes de fixation de l'emploi sur les territoires, et je pense qu'ils peuvent jouer, et ça, ce n'est pas encore exactement le cas, hein, ça va demander pas mal de transformation de leur part, mais ils peuvent être des alliés assez précieux dans la transformation des comportements de consommation vers des biens durables. Je pense qu'ils peuvent être les massificateurs en fait des circuits courts. Et pour ça, il faut vraiment les équiper. Et aujourd'hui, il faut vraiment s'interroger sur quelle est en fait leur valeur ajoutée d'avoir une boutique. Enfin, comment on fait pour les réarmer face aux géants du numérique, de la distribution. Et leur valeur ajoutée, elle va être dans la fourniture de biens durables plus adaptés à une demande de proximité, donc dans le sur-mesure. Leur valeur ajoutée, elle va être dans un service, un conseil aux clients. Elle va être dans la possibilité aussi
d'accélérer tout ce qui est économie circulaire. Et donc là, j'en profite puisqu'il y a Stéphanie Kerbar qui est avec nous dans ce Zoom, sur la dimension réparation, la dimension réemploi. Toutes ces boutiques-là pourraient bénéficier justement, dans le cadre de la relance, de ces chèques, de ces chèques verts. Et je fais juste un petit point sur cette digitalisation, puisque là, pour le coup, le gouvernement a mis en place un vrai accompagnement là, pour développer le click and collect dans ces petits commerces. Bon, je pense qu'au-delà de ça, ensuite, il va falloir créer des agrégateurs pour que tous ces petits commerçants puissent être mis en relation plus facilement et de façon un peu sur mesure avec la demande locale. Donc voilà, il y a on va dire, une structuration d'une nouvelle façon de distribuer les produits qui peut se mettre en place au moment de la relance. Et pour ça, il faut des instruments particuliers. L'aide à la digitalisation en fait partie. Et je pense qu'il faut aussi qu'il y ait le levier demande. Parce que si on distribue ces chèques verts qui peuvent être prioritairement déboursés dans ces petits commerces, évidemment, ça va leur donner des perspectives, des garanties de chiffre d'affaires futur. Et puis peut-être un point plus sur l'opportunité politique de ce dispositif. Vous savez que dans une des mesures de la Convention citoyenne pour le climat, c'est de justement distribuer des chèques alimentaires pour une alimentation plus bio. Donc, de toute façon, la question de ces chèques va être dans le débat public dans les prochains mois et pourrait en fait s'étendre au-delà des biens alimentaires. Et vous savez, la Convention citoyenne, en fait, depuis le début de son travail, elle a eu très peur d'être instrumentalisée pour remettre pour remettre dans le débat public la fiscalité écologique, en particulier la taxe carbone. Et finalement, via ces coups de pouce pouvoir d'achat, via ces chèques, qu'ils soient verts ou qu'ils soient pour l'alimentaire ou plus largement pour des biens de consommation durable, c'est une façon de prendre le problème dans l'autre sens. C'est-à-dire, dans un premier temps, on fait en sorte en fait, de solvabiliser une demande pour des produits durables. On rend les produits durables qui sont globalement un peu plus chers accessibles à tout le monde. On crante des changements de comportement dans les consommations. Comme ça aussi, ça permet de structurer une offre dont les coûts vont baisser et donc rendre les produits durables aussi plus accessibles. Et ensuite, on pourra reparler de fiscalité écologique. Mais vous voyez, on prend le problème dans l'autre sens, plutôt que de dire on met une taxe carbone et ensuite on fait des compensations vers les ménages les plus modestes. Là, c'est dans l'autre sens. On commence par solvabiliser la demande, par donner ces coups de pouce de pouvoir d'achat, et ensuite, quand les alternatives seront accessibles, eh bien, on pourra cranter ces changement de comportement avec de la fiscalité. Je pense qu'il y a vraiment une opportunité politique à commencer par ces soutiens de pouvoir d'achat vis-à-vis des produits durables. Voilà, donc ça c'était pour l'opportunité politique. Après, très concrètement, techniquement, il y a plein d'enjeux encore à démêler quand on veut vraiment mettre en place concrètement le dispositif. Moi, j'ai pas mal échangé avec les équipes qui s'occupent du Pass Culture et c'est assez passionnant ce qu'ils ont, toute l'infrastructure qu'ils ont mis en place. Je pense que si donc ce projet de chèque vert devait voir le jour, il faudrait une infrastructure numérique. Il ne faudrait pas s'amuser à faire des papiers, des chèques papier qui circuleraient. Ça serait trop compliqué et finalement peu efficace. Il y a la question de la sélection des produits qui rentrent dans le périmètre et qui seraient éligibles à ces chèques verts. Et là, alors, il y a toute une ribambelle de labels qui permet d'identifier des produits écologiques. Et alors c'est un peu une jungle, les labels écologiques, mais en réalité, l'ADEME a déjà fait le travail pour discriminer ceux qui sont vraiment écologiques, ceux qui ne le sont pas. Donc, on peut très bien délimiter des produits. Ensuite, il y a la question de la décentralisation aussi de la gestion, parce que moi, je pense qu'il est essentiel de mouiller les collectivités dans la gestion de tel instrument, parce que c'est eux qui sont au contact à la fois des ménages, mais aussi des commerces de proximité. Donc, c'est à eux aussi de définir
qui pourrait rentrer dans le réseau de ce dispositif. Ensuite, il y a la question du financement de ces chèques, parce que moi, j'ai commencé à essayer de faire quelques chiffrages, et ça tout dépend en fait du périmètre des biens qui peuvent être concernés, hein, mais quand on regarde juste l'alimentation bio, aujourd'hui, c'est 11 milliards d'euros. Quand on regarde les biens de consommation labellisés, c'est environ 2 milliards. Quand on regarde tout le secteur du réemploi et de la seconde main, c'est 1 milliard. Le secteur de la réparation hors automobile, c'est 7 milliards. Et quand on regarde ensuite le transport, je pense que ça pourrait concerner aussi le transport public et les vélos, là, c'est à peu près 3,5 milliards. Donc en tout, il y a à peu près 25 milliards de biens qui pourraient être concernés. Donc si on imagine que ces coups de pouce, c'est quelques pourcents de cette masse, on voit qu'on peut avoir des dispositifs entre 1 et 5 milliards d'euros par an. Donc, c'est assez conséquent. Et donc, il faut le financer. Il faut le financer. Et moi, très clairement, enfin, pour en revenir dans la discussion, hein, je pense que ça doit se financer par de la dette. Là, il y a aucune... il n'y a pas d'hésitation à avoir dans le contexte actuel. Ce qui compte là, c'est vraiment de renouer avec une forme de prospérité dans le futur et qu'on verra bien plus tard les conditions de soutenabilité de cette dette. Et pour conclure, juste pour rappeler aussi quelque chose de très important, c'est que cet instrument, comme je le disais, je l'ai rappelé plusieurs fois, c'est un instrument de relance, donc il n'a pas vocation à être pérenne. Ce n'est pas un nouveau tuyau de politique sociale, c'est un instrument de relance, donc il pourra s'étendre sur, je ne sais pas, 2 ou 3 ans, en tout cas, hein, le temps que s'installe aussi, enfin, d'envoyer un signal suffisant pour qu'une offre de produits durables en France s'installe, pour qu'on structure ce nouveau réseau de distribution de proximité, donc en s'appuyant sur les commerces indépendants, et puis pour donner aussi du temps à massifier des changements de comportement de consommation. Voilà, alors je pense que je ne vais pas aller plus loin dans le descriptif. Je pense que c'est mieux qu'on puisse échanger à bâton rompu. Merci beaucoup, Baptiste, pour cette première présentation. Peut-être je peux vous commencer par poser peut-être une ou deux questions, et puis après, je laisserai la parole aux participants. Peut-être juste comment tu vois les choses en termes de distribution de ces chèques, c'est-à-dire est-ce que ça pourrait être lié enfin, avec des contraintes de revenus pour les bénéficiaires, ou est-ce que ça serait distribué à tout le monde? Donc comment tu vois ce point-là? Puis l'autre élément, c'est que tu dis que c'est un instrument de relance, mais je crois que tu le conçois aussi comme un instrument de transformation, tu l'as dit, transformation du mode de distribution et des produits qui sont distribués. Et est-ce que cette transformation, elle ne nécessite pas aussi une autre forme d'accompagnement? C'est-à-dire, est-ce que comment dire, la solvabilisation de la demande est un élément suffisant? Alors, tu l'évoques déjà sur la partie digitalisation, où là, il y a donc une aide pour structurer et pour modifier en quelque sorte le comportement, enfin, et la distribution de la part des commerçants. Est-ce qu'il n'y a pas aussi de l'accompagnement côté production cette fois, enfin, côté distribution à faire sur le développement de circuits courts, par exemple, ou l'utilisation de labels. Enfin, voilà, est-ce qu'il n'y a pas un accompagnement complémentaire à faire pour les commerçants et les distributeurs en question? Alors, sur qui pourrait en bénéficier? Ça, je pense, enfin, on ne peut pas clore comme ça le débat. Enfin, je pense qu'il y a clairement des populations qui vont être ciblées par des coups de pouce de pouvoir d'achat, que ce soit les jeunes ou les catégories les plus pauvres. Après, je pense qu'on peut, enfin, tout dépend aussi de l'enveloppe globale dont on pourra disposer, mais on peut l'étendre. Je ne sais pas, peut-être tous ceux qui ne payent pas d'impôt sur le revenu, enfin tous ceux qui en fait n'ont pas été capables d'épargner pendant le confinement. Et ça, maintenant, finalement, on a à peu près les chiffres sur qui a épargné, qui n'a pas épargné. Donc ça, je pense aussi, ça dépendra un peu du calibrage global de la mesure, mais je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'étendre la mesure à des catégories enfin, assez larges. Même si prioritairement, il faut cibler sur ceux qui en auront le plus besoin et qui sont déjà ciblés par des mesures d'urgence à travers les minima sociaux, etc. Ensuite, sur la partie, oui, relance, c'est vrai que dans ma tête, relance, ça peut donner l'impression qu'en fait, on va revenir à ce qu'on faisait avant.
donc, où le but serait juste de se remettre à niveau. Mais effectivement, en fait, l'enjeu, c'est vraiment la transformation. Je crois que ce soit transformation des comportements de consommation, et ça, on voit bien tous les débats citoyens aussi qu'il y a eu pendant les confinements, toutes ces interrogations que les gens ont pu se poser sur enfin, quel est le sens de ma consommation, comment je dois changer finalement. Donc ça doit faire partie de cette transformation. Mais il y a aussi ces petits commerçants, effectivement, où là, ils doivent vraiment réinterroger quelle est l'utilité de leur boutique. Est-ce que c'est faire comme avant? Je ne pense pas. Alors, il y a des enjeux de transformation sur la mise en relation avec les clients, et ça, c'est le click and collect, et comment on agrège, comment on crée des plateformes, etc. Donc ça, c'est très important. Et après, il y a aussi au niveau des producteurs, où là, quand on envoie un signal sur il y aura une demande plus forte pour des produits durables. Si le signal il est suffisamment crédible, s'il est suffisamment fort, normalement, il doit quand même inciter les producteurs à faire des investissements, à étendre, voilà, enfin, à accélérer des conversions au bio, à développer donc tous ces nouveaux métiers en fait de la réparation. Moi, ça, j'y crois énormément. Je pense que c'est un formidable vecteur de stabilisation aussi d'emploi et d'emplois intéressants qui ont du sens. Donc oui, ça doit se jouer au niveau de la distribution. Moi, j'ai fait un petit focus sur les commerçants parce que c'est aussi dans l'actualité politique. Mais ensuite, il y a toute la chaîne jusqu'aux producteurs qui doit en profiter. Juste un petit graphique sur l'épargne pour valider ce que tu viens de dire. C'est éloquent. Ouais. On voit bien effectivement que l'épargne accumulée, là, c'est en fonction des déciles de revenus. Elle est très fortement accumulée par les deux premiers déciles les plus riches. Et effectivement, qu'on a au contraire un déficit d'épargne sur les deux premiers déciles. Donc, c'est évidemment là-dessus qu'il faudra sans doute se concentrer, j'imagine. Je savais pas que tu étais abonné à l'Humanité, Philippe. Ah, Écoute, je cherche l'info là où on la trouve. Hein. Alors, est-ce que qui veut commencer alors, Fatima et Pierre. Alors, Fatima, je te donne voilà, je te donne la parole. Je pense que tu peux. Parce qu'on m'entend. On t'entend? Très bien, oui, oui, je vous entends. Merci Baptiste pour la présentation et la proposition qui est bien sûr excellente. J'avais une question très pragmatique et une question peut-être plus philosophique. Pragmatique, chaque fois qu'on a des idées sur des chèques, etc., on se confronte à la mise en œuvre où vous avez, avec le millefeuille, soit ce sont les régions, soit ce sont les départements, soit ce sont les communautés d'agglomération. Et lorsqu'on va proposer cette option, on va nous dire, oui, mais qui va le mettre en œuvre? Est-ce que vous avez une idée je dirais, de l'organisation qui est la mieux à même de mettre en œuvre ce type d'activité? Est-ce que c'est au plus local, c'est-à-dire soit le département, soit les communautés d'agglomération ou les villes? Voilà. Et ma deuxième question, comme ça je vous les donne toutes. Moi, ça me fait beaucoup penser en grand écart au revenu universel dont on a parlé il y a quelques années et qui revient bien évidemment sur le devant de la scène. Est-ce que finalement, donner des chèques, ce serait pas aussi une façon d'aborder ce point du revenu en disant, plutôt que de donner de l'argent, là, de donner en fait une opportunité de faire vie ensemble et de faire société ensemble à travers ces financements. Voilà mes deux questions. On va peut-être prendre une autre question. Donc, Pierre avait levé la main. Oui, Pierre-Marie. Oui. C'est Pierre-Marie. Pierre-Marie. Ouais. Oui, alors, il y avait d'abord. Vas-y, Pierre-Marie, vas-y. Non, si quelqu'un. Vas-y, Pierre-Marie. D'accord. Après Pierre. Okay. Moi, en fait, j'ai une question, enfin plusieurs questions. La première, c'est si on est dans une logique verte, pourquoi exclure la grande distribution? Est-ce que, par exemple, la démarche que fait Carrefour n'est pas plus efficace sur les circuits courts avec des effets massification que des petits commerçants? Je parle.
Ma deuxième question, elle est sur, à partir du moment où on fait une aide avec conditions de revenus, c'est philosophiquement un vrai sujet de dire qu'ensuite on flèche les dépenses. C'est-à-dire que par exemple, le pass culture, il est pour tous les jeunes, quels que soient leurs revenus. À l'inverse, il y a toujours eu des tentations, notamment chez les départements parfois, de vouloir conditionner le RSA ou voilà, à des types de dépenses à gérer. Et donc, du coup, donner une aide et dire, par contre, cette aide, on te la donne sous condition de revenus et on t'oblige à acheter certaines choses, je trouve ça un peu… enfin, voilà, c'est philosophiquement une pente qu'il faut prendre avec précaution. Et le troisième sujet, c'est que je trouve par contre qu'effectivement la réflexion sur qu'est-ce qu'il faut favoriser avec cette aide est très intéressante. C'est-à-dire effectivement, pas enfin voilà, il y a plein de petits, enfin, pas de petits, hein, mais de secteurs d'activité dans la réparation, etc., où il faudrait pouvoir les aider. Et cette réflexion-là, à mon avis, voilà, mériterait d'être vraiment creusée. Ok, on prend une dernière avec Pierre, et puis après, Baptiste, je te laisse répondre. Oui, bonjour Baptiste. Pardon de ne pas faire coucou à l'image, mais je me déplace. Et ce n'est pas facile avec la caméra. Bravo pour cette note. Moi, j'ai deux questions qui sont un peu liées. Je trouve que l'idée est très intéressante, mais il me semble que pour l'opérationnaliser, comme on dit, il faut peut-être réfléchir à ce par quoi on commence. Tu vois, donc, ma première question, c'est est-ce que pour toi, c'est quelque chose qui est sectoriel, c'est-à-dire au gros, on commence par les commerces alimentaires, ou est-ce que ça couvre tout? Et en lien avec la question de Fatima aussi, est-ce qu'il ne faut pas, avec le même souci d'efficacité, organiser ça de façon assez décentralisée avec des initiatives qui sont, enfin plutôt des responsabilités qui sont prises par les collectivités territoriales, même s'il y a des fonds d'État qui pour le financement. Et ma deuxième question qui est liée à celle-ci, c'est est-ce qu'il ne faut pas partir aussi de ce qui existe déjà? C'est-à-dire, typiquement, il existe des chèques restaurants, des chèques vacances. Est-ce que le verdissement de ce moyen de paiement subventionné n'est pas une première étape? Ok, donc je propose qu'on prenne déjà cette première série de questions, puis on en fera une deuxième après. Baptiste, je te laisse répondre. Ouais. Bon, merci pour ces questions assez redoutables. Déjà sur qui gère et à quel est le bon niveau de gestion. Donc là, moi, dans le petit papier, hein, j'ai laissé les choses assez ouvertes, mais en disant que ça serait quand même très très bien que les collectivités se mouillent parce que c'est le bon échelon pour faire des choix, enfin même simplement pour faire l'animation du réseau des commerçants qui sont éligibles au dispositif. Et ensuite, la responsabilité de l'État, c'est financer l'infrastructure numérique globale. Mais je pense qu'effectivement, il faut trouver une façon de gérer assez agile. Et là encore, je pense qu'on peut vraiment s'appuyer sur l'expérience du Pass Culture, où il y a une infrastructure nationale, il y a un budget national, mais ensuite, l'idée, c'est aussi de revitaliser une offre culturelle locale. Et donc, les collectivités sont vraiment associées pour identifier l'offre locale. Et ensuite, on peut imaginer que, en tout cas pour les chèques culture, que tel département qui a envie de pousser une politique sociale supplémentaire pourrait créditer d'un peu plus le chèque. Enfin, on peut imaginer des choses assez différenciées en fonction de choix politiques plus locaux. Ensuite, sur la question du revenu universel, effectivement, ça c'est aussi une réflexion dans les échanges que j'ai pu avoir avant, qui est arrivée sur la table, parce que effectivement, si on pousse un peu le curseur, ça peut vite y ressembler. Donc ça, tout va dépendre de l'ampleur en fait du dispositif. Ensuite, sur la grande distribution versus petit commerce, là, clairement, hein, Carrefour, il y a des distributeurs qui sont sincèrement engagés dans une offre bio.
et qui veulent finalement être aussi des agrégateurs de circuits courts, etc. Donc là moi, je n'ai pas complètement de philosophie sur le sujet, si ce n'est que je pense qu'on peut être assez pragmatique. Et là encore, je reviens au Pass Culture parce que je pense qu'ils ont trouvé une bonne solution parce qu'eux aussi, finalement, via le Pass Culture, on peut très bien aller acheter un ticket de cinéma dans un grand groupe, un grand Pathé, Gaumont, UGC, ou je ne sais quoi. Mais en même temps, le Pass Culture, dans les recommandations qui sont faites sur la plateforme, ils vont pousser prioritairement le petit cinéma indépendant ou si on choisit quand même d'aller dans le grand complexe de cinéma, on va pousser le film d'art et essai qui est… voilà. Donc je pense qu'il y a des façons un peu astucieuses de gérer ça. Mais si finalement on a une démarche de discrimination selon les produits, et donc avec les labels qui identifient les produits durables, alors oui, effectivement, les grandes surfaces pourront bénéficier de ce dispositif. Et de toute façon, si on est sur des montants à plusieurs milliards d'euros, il faut que la grande distribution soit dans le coup. Mais je pense que ça peut être géré au cas par cas. Alors, sur la question du fléchage, là, je pense qu'il faut, faut l'assumer hein, sur ce type de dispositif, alors qui n'est pas complètement, c'est pas complètement conçu comme une offre sociale, ou là qui devrait être complètement transversale et non fléchée. C'est quand même une offre qui vise à transformer des comportements, qui vise à faire en sorte que consommer durable ne soit pas simplement réservé à des catégories aisées. Donc, moi, ça ne me dérange vraiment pas de cet aspect fléchage. Et en plus, ce qu'on veut, c'est que ces coups de pouce de pouvoir d'achat, ils bénéficient bel et bien à la revitalisation d'activités économiques sur le territoire. Parce que si tous ces coups de pouce ils bénéficient à Amazon, moi, ça me pose un vrai problème. Enfin, là, il y a vraiment un choix un peu volontariste de oui, on veut construire une offre de distribution de produits durables sur le territoire qui crée de l'emploi, qui a du sens, qui a de l'impact. Et donc, pour ça, il faut accepter le fléchage. Vous avez vraiment serré ? Ensuite, sur comment capitaliser sur ce qui existe déjà, là, c'était la question de Pierre, avec les chèques restaurants, chèques vacances. Alors là, je pense que c'est un petit peu différent parce que ces chèques vacances, donc c'est les employeurs qui les distribuent. Donc ça exclut tous ceux qui n'ont pas de travail. Bon, après, c'est peut-être un peu technique. C'est vrai que conceptuellement, ça revient au même. Hein. C'est des chèques qui peuvent se débourser que pour certaines catégories de produits. Après, là, c'est vraiment les employeurs qui ont la main. Enfin, pourquoi pas? Après, on peut imaginer que les employeurs, dans le cadre de politique RSE, rechargent le compte chèque vert de leurs salariés via un verdissement en fait des chèques restaurants ou des chèques vacances, effectivement. Et par quoi on commence? Comme tu le disais, est-ce qu'il faut commencer juste par l'offre alimentaire? De toute façon, vu que la Convention citoyenne a dans ses propositions ce chèque alimentation, je pense de fait, on va être obligé de s'y intéresser sous cet angle-là d'abord, mais ensuite, je pense qu'on peut vite l'étendre à d'autres activités, type acheter des vélos, type réparer son vélo, ça existe déjà parce qu'il y a le chèque réparation du vélo, type différentes activités de réparation, ou même aller vers des biens labellisés de consommation courante. Voilà. Ah, on ne t'entend pas, Philippe, il y a ton micro qui est coupé. Voilà, merci Baptiste. On va prendre une deuxième série de questions. Alors, il y avait d'abord Dominique qui posait une question sur le lien avec les monnaies locales. C'est une question aussi que je voulais soulever, puisque, comme tu sais, on a fait chez Osons le Progrès pas mal de travaux sur les monnaies locales ces derniers mois, avec notamment Simon-Pierre Sanguérac, qui n'est pas là ce matin, mais qui a beaucoup travaillé sur le sujet, avec le mouvement Sol notamment. Et donc, évidemment, ça fait immédiatement penser à cela. Et tu le dis d'ailleurs dans ta note, c'est d'une certaine façon une nouvelle monnaie, en quelque sorte, qu'on met en place avec des chèques de ce type-là. Donc,
plus ce que tu as dit sur la régionalisation, ça fait évidemment écho avec la question des monnaies locales. Et comme on sait que tu es un spécialiste, ça serait bien que tu nous, donnes ton avis là-dessus. Ensuite, il y avait Adrien, je crois, qui voulait poser une question. Oui, tout à fait. Bonjour à toutes et à tous. Et Julien ensuite. Pardon, bonjour à tous et à tous. Salut Baptiste. Ma question était effectivement, là, ce que tu évoques est à la fois une question du verdissement des comportements et de la consommation de proximité. Donc, on a ces deux éléments. Alors, tout ce qui est vert n'est pas forcément national, en tout cas, et tout ce qui est à proximité n'est pas forcément vert non plus. Et je me disais, dans quelle mesure ça peut être aussi un levier de, allez, disons le mot planification économique, dans le sens où on a un certain nombre de filières qui trouvent à se structurer, donc déjà un peu répondu à la question, mais peut-être pas complètement. Il y a des filières qui se structurent, il y a des filières qui doivent être structurées, et je pense notamment lorsqu'on peut avoir une politique agricole ou une politique industrielle, on parle beaucoup de relocalisation, est-ce qu'on ne pourrait pas les orienter de manière assez itérative ou de manière additive plutôt dans le temps pour aller prioriser sur les secteurs. Donc par exemple, je pense à des secteurs agricoles de type de culture que l'on souhaiterait développer. Je pense aussi à la sylviculture, par exemple, toute la filière bois qui est en cours de structuration. Aujourd'hui, on a des grosses consommations de bois étrangers, on a une grosse production nationale qui essaye de monter dans le bâtiment. Est-ce que du coup, pour éviter que ça ne puisse effectivement, parce qu'in fine, il y a bien des questions de création d'emplois, pour essayer de maximiser l'effet européen et national, est-ce qu'il ne faudrait pas prioriser sur ce type de filière en cours de structuration? Et j'ai une deuxième question, même si j'entends bien qu'on n'aurait pas du tout le même périmètre de bénéficiaires, est-ce que finalement, ça n'aurait pas un effet plus significatif d'avoir une plus grande modularité de la TVA pour réduire la TVA sur ce genre de produits et de filières qui trouve certes à s'appliquer à tout le monde, mais qui est plus incitatif parce que du coup, il n'y a aucun coût à l'entrée dans le dispositif? Merci Adrien. Julien, je crois que vous voulez poser une question. Oui. Moi, je vais rebondir sur la question de la pérennisation du dispositif en faisant le lien aussi avec la question des monnaies complémentaires. Dans le chèque vert, la question c'est quelle est la couleur du vert, donc aussi une question de taxonomie. Si on répond à cette question, ça veut dire qu'on va être en mesure de pouvoir traduire, peut-être pas ex ante, mais en tout cas, on va pouvoir traduire la mesure des tonnes de carbone évitées. Et si on poursuit un raisonnement qu'on avait déjà abordé dans des échanges précédents, Baptiste, on arrive à la notion de valeur tutélaire du carbone. Et on pourrait là trouver un mécanisme qui trouverait deux applications. D'une part, une valorisation des tonnes de carbone évitées et du coup un signal économique aussi pour les investisseurs que ça vaut le coup d'orienter leurs actifs et leurs investissements de manière à abonder cette filière verte qui sera du coup un vecteur de réduction des émissions. Et d'autre part, un mécanisme pour sécuriser la demande qui permet d'assurer qu'il y a effectivement un débouché pour ces productions qui permettent d'éviter des tonnes de carbone. Donc, si on rémunère en amont les producteurs sur les tonnes de carbone évitées, ils se retrouvent détenteurs de finalement un capital qui peut, lui, être réinjecté sous forme de ces chèques verts, et auquel cas, on a un mécanisme pérenne. Ok. Très bien. Est-ce qu'il y a une autre question, peut-être, pour terminer cette série? Non, alors Baptiste, je te laisse répondre à ces deux questions. Celle de Julien, normalement, mérite environ 2h30, 3 heures de réponse. Donc, Alors, est-ce que finalement tout ça, ça ne ressemble pas à des monnaies locales ou des monnaies complémentaires plutôt que locales? Oui, enfin, clairement. Alors, je pense que tactiquement, pour ne pas effrayer pour ne pas effrayer personne, je ne suis pas sûr qu'il faille tout de suite dire là, on injecte 5 milliards d'unités de monnaie locale dans le circuit économique. Mais effectivement, ce chèque, c'est une monnaie complémentaire qui va être reçue par un commerçant ou un producteur. Et ensuite, le producteur, dans cette version chèque, va demander à l'État la valeur en euros de ce chèque, qui soit crédité de cette valeur, mais on pourrait imaginer
que finalement le producteur ou le distributeur, il réutilise ce chèque pour aller payer des fournisseurs, et donc là, pour aller payer ses impôts, par exemple, on peut, et auquel cas là, on crée vraiment un circuit de circulation d'une nouvelle monnaie. Et ça reboucle avec ce que tu disais, Julien, sur la pérennisation. C'est que peut-être que cet instrument va amorcer une pompe. Il y aura peut-être même des articulations qui vont se créer avec des dispositifs de monnaie locale déjà existants. Ça, c'est difficile de préjuger en avance. Mais clairement, là, moi aussi, un des objectifs de cette proposition, c'est d'agiter un peu toutes ces idées monétaires un peu innovantes. Mais techniquement, ça y ressemble de près. Et moi, derrière, en fait, mon idée, c'est via une politique publique massive comme ça, plusieurs milliards d'euros par an, alors tout d'un coup aussi, on va pouvoir massifier ces innovations monétaires. Sachant que c'est compliqué, puisque le monde des monnaies locales c'est aussi construit contre, en fait, finalement, contre un peu l'État, contre la monnaie officielle de l'État, et donc n'a pas forcément envie de voir qu'une politique publique conduite par l'État vienne s'intéresser à leurs affaires et vienne finalement un peu les disrupter, entre guillemets. Donc, mais oui, là, on va créer une infrastructure numérique qui permettra ensuite de faire foisonner des dispositifs de type monnaie complémentaire numérique. En tout cas, après, voilà, ça c'est... Et le pass culture est déjà aussi une préfiguration de tout ça. Sur ta réflexion de planification économique, Adrien, effectivement, là, je crois que c'est le moment d'être planificateur. Et c'est vrai que on a recréé un plan. À vrai dire, quand on voit là les travaux qui sont initiés par ce plan, franchement, il y a de quoi s'inquiéter un peu. C'est des sujets des années 90, quoi, et pas vraiment des sujets de la décennie 2020-2030 là qui sont traités. Enfin, voilà, je le dis de façon assez claire, mais c'est le moment d'être un peu stratège. C'est le moment, ces boutiques là, enfin ces petits commerces. On ne va pas simplement leur faire traverser le confinement et leur demander de faire la même chose qu'avant. Enfin, ça n'a pas de sens. Enfin, moi, s'ils ne m'apportent pas un service supplémentaire, en tant que consommateur, Amazon a un service incroyable. Enfin, il faut juste se le dire, quoi. Il faut réinventer l'utilité sociale de ces petits commerces, sinon ils sont morts. Donc, c'est le moment, effectivement, pour l'État de faire de la planification, d'être un peu stratège sur qu'est-ce qu'on veut faire. Enfin, ça veut dire quoi distribuer des produits que j'ai fabriqués sur mon territoire dans les 10 années à venir. Sur l'idée de moduler la TVA, qui est finalement, on peut se dire, la tuyauterie, elle existe déjà, il suffit de passer en loi de finances, on crée une coalition avec des députés et ça se passe. Bon, j'ai essuyé tellement de baffes au cours des 3 dernières années sur ce sujet de modulation de la TVA que pour moi, c'est la face nord. C'est la face nord. En fait, il y a vraiment une administration fiscale qui est un peu traumatisée par toutes les expériences passées de modulation de TVA, notamment dans la restauration, où à chaque fois l'argument c'est, vous voyez bien à qui a profité le crime. Ça ne s'est pas du tout traduit par des nouvelles embauches et puis par des baisses des prix. Voilà, donc on baisse la TVA et en fait, ça ne profite pas aux consommateurs. Et puis, c'est vrai que c'est tout de suite extrêmement coûteux. Chaque point de TVA, c'est des centaines de millions d'euros. Ça me paraît encore plus compliqué que finalement réinventer une infrastructure un peu ad hoc. Et sinon, alors, oui, sur le débat lancé par Julien, là, sur est-ce qu'il faudrait finalement... Enfin, juste, j'essaie de reformuler pour être sûr de bien comprendre, c'est est-ce qu'il vaut mieux financer le service rendu par le producteur en réduisant les tonnes de CO2 à travers des produits durables, ou est-ce qu'il vaut mieux solvabiliser la demande pour que ça puisse payer le surcoût finalement de production de produire de façon bas carbone par le producteur. Mais je pense qu'il faut faire un choix
on ne peut pas vraiment faire, sinon on paye un peu deux fois. Ou alors, voilà, il faut voir comment se fait l'articulation. Mais effectivement, dans tout ça, en fait, la tonne de carbone, elle a le mérite d'être une bonne métrique. On peut mesurer à chaque fois. Et donc, ça permet aussi de se rendre compte si les subventions qu'on met en face ne sont pas complètement déconnantes. En plus, on a cette valeur tutélaire de l'action climatique, donc de la tonne de CO2 évitée, qui offre tout de suite, qui donne la valeur finalement de l'effort de réduction d'émissions de CO2. Voilà, donc ces chèques, finalement, ils peuvent être aussi proportionnés d'une certaine façon aux externalités qu'elles permettent en termes de CO2 ou en termes de biodiversité, parce que je pense qu'il ne faut pas être trop carbonocentré dans cette histoire. Et en plus, il y a la dimension sociale. Enfin, moi, j'insiste beaucoup sur ces petits commerces qui ont la clé de la stabilisation d'emplois sur les territoires. Bon, voilà, tu as fait en moins de 2h30, c'est bien. Ouais. Est-ce qu'on peut prendre peut-être une ou deux dernières questions avant de clore la conférence? Est-ce qu'il y a d'autres volontaires pour poser des questions? Pierre-Marie, vas-y. Oui, est-ce qu'on a déjà un retour sur le pass culture, sur qui utilise ce pass? Et est-ce que c'est vraiment de l'additionnel ou est-ce que non, ça vient juste financer une dépense qui, de toute façon, aurait été réalisée? Dans le sens où la personne avait prévu d'aller au cinéma, elle va utiliser ce chèque pour aller au cinéma, mais au fond, le montant de places de cinéma achetées n'en est pas modifié. Alors, sur le Pass Culture, j'ai eu des échanges passionnants hier avec les équipes du Pass Culture. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas encore complètement généralisé. Il n'y a que 14 départements qui sont concernés, mais c'est quand même 135 000 jeunes de 18 ans là, qui ont pu activer leur compte et qui ont reçu les 500 €. Et ça sera complètement généralisé au premier semestre 2021. Et là, ce qui est... Alors, ils n'ont pas encore vraiment du recul sur la dimension additionnelle, pas additionnelle, mais ce qu'ils voient déjà, c'est qu'en fait, à 18 ans, les jeunes, c'est la première fois qu'ils vont faire leur choix un peu personnel de consommation de culture. Parce que jusqu'à présent, ils étaient dans le cadre scolaire, on les emmenait au théâtre, on les emmenait au musée, etc. À partir de 18 ans, finalement, il n'y a plus cette prise en charge éducative à la culture, et donc ils sont un peu livrés à eux-mêmes. Et là, le fait que sur le pass, on leur pousse des offres culturelles via une appli en fait qui est super sympa, qui est très adaptée en fait à ce type de population, ils pensent là qu'il y aura de l'additionnalité parce qu'ils vont leur mettre une offre vers laquelle, en tout cas, ces jeunes de 18 ans ne se seraient pas forcément tournés. Mais effectivement, parfois, ces jeunes, ils voulaient s'acheter une guitare et là, ils vont utiliser... alors, est-ce que ça va permettre à plus de jeunes de s'acheter la guitare? Ils feront plus facilement le choix. Donc, l'additionnalité n'est pas toujours évidente à mesurer. Mais après, j'ai vraiment l'impression que ça va être une arme très efficace pour faire de l'animation culturelle au niveau local, pour pousser des offres, pour essayer aussi de... Moi, j'ai vécu à la Courneuve pendant 3 ans. Il y a un théâtre national au cœur de la Courneuve. Il n'y a aucun habitant de la Courneuve qui va dans ce théâtre. Il y a des convois de bus de Parisiens qui y vont. Là, grâce au Pass Culture, en fait, on va être capable de dire à la collectivité, à la Courneuve, vos jeunes, en fait, eux, ils s'intéressent à tel et tel type d'offres culturelles. Est-ce que finalement, le Théâtre National pourrait pas combiner une offre qui intéresserait plus la population? Donc, je pense qu'on va pouvoir faire de l'animation un peu sur mesure sur les territoires qui va être super intéressant. Et si maintenant on fait le parallèle avec le chèque vert, je pense que de la même façon, on va pouvoir ajuster au mieux, tout en encourageant en fait les populations locales à des transformations de modes de consommation. Je
juste leur faire voir, ah bah, à côté de chez vous, il y a tel artisan qui peut vous réparer votre vélo, il y a tel distributeur de fruits et légumes qui s'approvisionne sur le territoire environnant en bio, etc. On va pouvoir faire ce sur-mesure. Alors, peut-être pour terminer, il y a une ou deux personnes qui voulaient s'exprimer. Il y a Jean-Denis et Hervé, je crois. Donc, je vous donne la parole si vous pouvez faire des questions courtes. Et puis, on laissera Baptiste conclure ensuite. Jean-Denis. Oui, merci bien. J'ai pris la présentation un petit peu en retard, j'en suis désolé. J'aurais aimé revenir sur la notion de financement, parce que j'ai compris comprendre que c'est au niveau national que ça se passe, ce qui veut dire que l'origine de cette démarche incombe au national et que les collectivités ne pourront agir que si le national le décide en quelque sorte. Peut-être Hervé ensuite, vous voulez s'exprimer? Non? Non. Ok. Bah, écoute, Baptiste, je te laisse répondre à cette dernière question, puis peut-être dire un mot de conclusion si tu le souhaites. Ok. Alors sur le financement, oui, effectivement, je pense que pour amorcer la pompe, il faut qu'il y ait, dans le cadre d'un plan de relance, un financement de l'État, ce qui ne veut pas dire qu'on n'associe pas les collectivités, puisqu'après, il peut être, enfin, dans le design du dispositif, on peut très bien dire que c'est l'échelon régional qui va en faire l'animation, que les communes sont associées aussi pour identifier les partenaires. Si un conseil départemental, dans le cadre d'une politique sociale, veut mettre un coup de pouce supplémentaire, il pourrait s'inscrire sur le dispositif. Et puis ensuite, on peut imaginer aussi qu'il y ait des financements plus privés qui se greffent dans le cadre de campagnes promotionnelles. On peut imaginer que, voilà, qu'il y ait des coups de pouce qui soient aussi fournis par le privé. Et après, bon, il y a le sujet plus large du comment on finance une telle mesure. Hein, et là, moi, c'est ce que je disais au début de mon intervention, hein, je pense qu'il faut que ce soit par de la dette bien identifiée. Le contexte de taux nous le permet. Et on verra bien plus tard, si on est encore vivant, dans quelles conditions on pourra rembourser cette dette. Et alors, peut-être pour conclure plus généralement, merci de m'avoir donné l'opportunité d'échanger avec vous tous, vous toutes et tous. Voilà, cette idée, elle est dans le débat public aujourd'hui, elle est aussi soutenue par Terra Nova. Elle va arriver via la Convention citoyenne à travers les chèques alimentaires. Je pense qu'elle va, sur on va dire, une palette assez large de l'échiquier politique, elle peut trouver un écho. Alors ensuite, les curseurs seront mis un peu différemment selon les écuries politiques. Il y a des sujets de financement aussi. Enfin, je sais qu'il y a des gens un peu plus à gauche que le gouvernement qui réfléchissent au sujet et qui voudraient des dispositifs assez massifs de chèques comme ça, de soutien à la demande. Mais c'est aussi finalement une idée qui pourrait être poussée vers dans des écuries plus à droite et même à l'extrême droite, hein, finalement, parce que ça peut coller avec le sujet du localisme que développe le Rassemblement national. Donc voilà, je pense que c'est une proposition qui va être dans le débat public et qu'il faut maintenant, moi, le travail que je vais produire dans les prochains jours et prochaines semaines, c'est vraiment comment créer cette tuyauterie, comment bien le calibrer, comment... il y a tout l'aspect opérationnel qui est loin d'être trivial. Ce dont je me rends compte, c'est qu'on ne part pas de rien. Il y a des dispositifs qui existent déjà. Il y a ce Pass Culture qui est une belle source d'inspiration et qui est aussi une innovation de politique publique en matière culturelle qui est à mettre au crédit aussi de ce quinquennat. Et voilà, donc je pense qu'on entendra parler dans les prochaines semaines de cette proposition. Et donc, toutes les bonnes idées, si vous n'hésitez pas à les faire remonter, ça doit aussi se nourrir de tout ce qui pourra remonter de différents
segments de la société civile, puisque de toute façon, pour que ça marche, ça ne peut pas être une mesure du gouvernement complètement top-down. Il faut que les associations de commerçants s'en emparent, il faut que les collectivités s'en emparent, que les associations de consommateurs s'en emparent, etc. Super, merci beaucoup Baptiste. En tout cas, ça résonne évidemment avec ce qu'on essaie de faire chez Osons le Progrès, hein, c'est-à-dire essayer d'aborder des questions structurantes dans des questions notamment environnementales, sociales et territoriales, mais de façon assez, si possible, opérationnelle, en faisant en sorte que ça débouche sur des propositions concrètes et sur des avancées qui se mettent réellement en place. Donc, on va continuer à réfléchir là-dessus et essayer d'échanger entre nous et avec toi pour apporter tout ce qu'on peut pour essayer de creuser des idées telles que celle-ci. Merci beaucoup d'être prêté à ce jeu-là ce matin, en samedi matin. Donc, n'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur les boucles d'Osons le Progrès pour continuer les discussions et les échanges. Et à très bientôt. On va continuer à échanger pendant ces périodes de confinement sous cette forme-là. Je vous souhaite un excellent week-end. À très bientôt. Merci, au revoir. Merci, bon week-end. Au revoir. Merci. Bye bye. Bonne fin de journée à tous. Au revoir.